Alors bonjour, je vais vous présenter Launch. Alors moi je l'ai appelé Launch HMI, mais je pense que vous allez pouvoir l'utiliser. Alors évidemment, hein, comme d'habitude, à chaque fois qu'on reprend un projet qu'on a abandonné pendant 6 mois, quand on essaie de le redémarrer, c'est le bordel. Et j'ai vu que j'avais oublié des choses. Euh, alors vous inquiétez pas, vous allez voir des tokens, vous allez voir des trucs dans cette vidéo, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de trucs secrets parce que de toute façon, tout ce qui va être... alors URL déjà c'est que du localhost, donc même hors connexion vous pouvez vous connecter, c'est pas un problème. Ce que vous devez faire juste avant de faire tout ça, vous devez installer Grafana et InfluxDB sur votre PC Windows. Sinon, ça ne marchera pas. D'ailleurs, pour lancer LaunchHMI, il faut aussi que vous ayez lancé d'abord Grafana et InfluxDB. Donc pour lancer, moi j'ai fait des raccourcis. Donc en fait, moi j'ai juste à faire, vas-y, lance-moi Grafana. Hop. Dans l'ordre, vous lancez InfluxDB puis vous lancez Grafana, hein. Moi j'ai un raccourci qui lance InfluxDB. Donc hop, si je vais sur le, hop, si je vais sur mon bureau, là, il y a InfluxDB raccourci. Je double-clique et ça part. Hop. Ah bah non, non. Putain, pardon. InfluxDB, en fait, il faut que je le lance depuis un terminal. Mais comme j'ai le raccourci, en fait, je peux juste aller dans le terminal et dire vas-y, va sur mon bureau et lance ça. Donc, du coup, ce que je fais en général, je m'embête pas, hein. Je vais regarder le paf, je le colle. Il est pas parti. Putain, il a timeout. Non, il a timeout. Oui, en fait, il a timeout parce qu'il est déjà lancé. En fait, il a. Ouais, je vais reprendre d'ici. Oui, alors, ça marche pas parce que je suis débile. Il fallait déjà arrêter InfluxDB pour pouvoir le redémarrer. Donc là, je vais vous montrer. On fait. Top. On prend. Donc moi, j'ai le raccourci. Je peux pas lancer le raccourci directement, mais si je colle le chemin du raccourci en enlevant ce qu'il y avait avant. Putain, en enlevant ce qu'il y avait avant. Voilà, là, j'ai lancé InfluxDB. Et une fois que j'ai lancé InfluxDB, là, je peux lancer Grafana. Et en lançant Grafana, donc j'ai pas besoin du tout de. Pour lancer Grafana, je clique et ça part. Moi, en fait, ces trucs-là, ils existent dans votre PC, vous faites juste un raccourci et c'est parti. Donc Grafana, alors pourquoi j'ai l'impression qu'il l'a pas... J'ai l'impression qu'il a crash. C'est maybe, c'est à cause d'OBS ça. Ah, vous avez plus la... Ah si, vous avez le partage, ok. Bon, bah on va pas à la fenêtre de Grafana, mais Grafana est lancé. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais sur mes localhosts. Donc là, hop, pareil, le mot de passe, c'est la même chose. De toute façon, je suis en localhost. En fait, Grafana et InfluxDB, c'est utilisable en réseau. Mais moi, j'utilise que que en local, d'ailleurs, jamais. Et du coup, bonjour toi. Pareil, j'utilise le truc de base, alors que je devrais pas. Et on s'en fout. Et du coup, là, j'ai à la fois InfluxDB, à la fois Grafana lancé. Et donc pour l'installation, je vous ai dit, hein, vous regardez comment installer Grafana et InfluxDB, c'est pas compliqué. Là, par contre, on va aller dans Launch.HMI. Donc déjà, ce que vous devez faire, dans Launch.HMI, je vous ai tout mis, hein. Je vous ai mis les codes de tout ce que vous avez besoin. Là, j'ai toute la chaîne complète sur mon bureau, d'ailleurs, on la voit pas du coup. Voilà. Voilà, donc ici, j'ai une avionique. Derrière le micro, évidemment, il y a la télé. Et ici, j'ai la station sol. Alors, j'ai éloigné l'antenne. L'antenne, elle est là, elle est sur mon lit. Et du coup, l'antenne... Voilà, c'est une Yagi, c'est celle que vous voyez dans la vidéo. Donc là, ça capte en ce moment même où je vous parle. Ça fait une bonne heure que ça tourne et que ça n'a pas planté, ce qui prouve que ça a bien marché. Et ce qui va se passer du coup, donc à l'intérieur des composants, là, j'ai juste remis les codes que j'avais utilisés la dernière fois, c'est-à-dire telem sol, telem vol, expérience vol, etc. Et vous avez un fichier dans le repo qui est très important, c'est le fichier config.json. Dedans, en gros, j'ai mis mes tokens. Pareil, les tokens, je vous les montre. Je m'en fiche de toute façon, je vais les régénérer dès que j'aurai terminé. Et vous avez du coup les. Alors, il y a des trucs que j'ai essayé, comme faire de la 3D. Donc, du coup, j'ai nommé une partie qui s'appelle HMI, mais c'est pas fini. j'ai pas réussi à la faire fonctionner, honnêtement. Et là, j'ai toutes mes. Donc là, j'ai le nombre, le baud rate, le end of frame, qui en gros, ça c'est un bit, c'est 8 bits, pour dire c'est terminé. La trame est terminée, donc essaye de trouver tout ce qu'il y a en dessous. Donc là, c'est tout ce que j'ai. Donc j'ai des uint32, j'ai des int32, j'ai des floats, j'ai tout testé, tout fonctionne. Et c'est ce qui est en train de générer, parce que là c'est généré aléatoirement, c'est pas pris des capteurs, hein, c'est généré aléatoirement par la Tinsy, qui transmet ensuite, du coup, ça part de la Tinsy, ça va sur l'Arduino Nano, qui va jusqu'à la puce LoRa, qui transmet dans l'antenne, qui est reçue dans mon Yagi, qui revient dans mon Arduino Uno, qui est connecté à ce PC dont je fais la capture. Et du coup, quand je vais dans le projet main pays, à partir de la configuration, en fait il va lire la configuration que j'ai, il essaye de me faire de la 3D mais il va pas y arriver. Vas-y, crash, on en reparlera plus tard. J'ai fait deux trades en fait, j'ai fait un trade pour faire de la 3D et un autre pour faire du...
la principale chose qui doit fonctionner en temps réel, c'est l'acquisition des données et l'envoi à un FluxDB. Parce que tout ce qui se passe, c'est du Python. Tout ce qui se passe sur le PC, c'est du Python. On prend juste le port série et on regarde ce qui est envoyé. D'ailleurs, le port série, si vous essayez de regarder avec un terminal série, vous allez juste voir n'importe quoi, parce qu'en fait, on transmet pas des caractères, on transmet directement les données brutes, donc c'est beaucoup plus petit. Par contre, on transmet directement les données brutes, donc il y a plein de caractères qui sont pas affichés par votre PC, on voit plein de choses. Ici, j'ai mis des commentaires pour débugger, mais là, tout ce que vous voyez, c'est que, je vais vous expliquer un peu rapidement le projet. Dans main, évidemment, il y a tout ce qu'il faut, d'ailleurs, si je me rappelle bien... Non, j'avais pas mis un PowerPoint pour expliquer le... Ok, comment ça marche? Bon, c'est pas grave. Des viewers, c'est ce que j'ai essayé de faire qui a pas marché, c'est la 3D. Data processing, en fait, c'est... dans main, c'est là où il y a la boucle d'exécution principale, et dans data processing, c'est la fonction qui va aller chercher, du coup, dans le JSON. Ok, on est à quel endroit de la trame? En fait, une fois que la trame est reçue, elle part en data processing, et dans la data processing, elle se fait découper, elle se fait en fonction de la trame, qui est écrite dans le fichier config JSON, et une fois qu'elle est découpée, on va l'envoyer dans un FluxDB en lui disant ça c'est un UIN32, ça c'est un machin, stocke-le. Parce qu'un FluxDB c'est une database. Aussi j'ai fait en sorte, bon là je l'ai enlevé temporairement pour débugger, mais j'ai fait en sorte que si vous avez une donnée qui est corrompue, ça n'arrête pas tout. Parce que ce qui peut arriver c'est que vous essayez d'envoyer une donnée qui est pas bonne à un FluxDB et c'est mort. Ça arrête tout. Parce que vous avez le Python qui plante. Et bah voilà. À l'heure actuelle ça fonctionne que comme ça. C'est pas encore déployé. De toute façon c'est pas encore fini. Par contre, il y a le repo disponible si vous voulez l'utiliser. Error handling, justement, c'est pour log toutes les fois où ça se passe mal. Quand il y a une valeur qui saute, bon, on n'arrête rien. Par contre, il faut savoir ce qui s'est passé. D'ailleurs, en parlant de log, j'ai oublié de le dire, mais enfin, je l'ai dit dans la vidéo, mais toutes les données sont loguées brutes. Ce qu'il faut que je fasse un jour, c'est que je réussisse à reprendre les données brutes, à les refaire passer pour simuler justement l'arrivée de ces données. Bon, de toute façon, ça marche sans, donc voilà. Donc c'est File Writer qui s'occupe de écrire les données des logs bruts. Du coup, il y a deux fichiers de log. Il y a un fichier de log des données brutes, juste les données brutes, et il y a un fichier de log des erreurs qui vous permet de regarder ce qui s'est passé à chaque fois que vous avez fait une erreur. Un FluxDB interface, c'est là où on va faire en sorte. Donc là, c'est là où j'ai fait une connerie, parce qu'en fait, j'avais déjà initialisé dans mon programme précédent le bucket que j'utilise dans un FluxDB, le port. Bon, le port, moi j'ai pris celui par défaut. Le token qui permet de discuter du coup avec l'API alors en fait je parle chinois depuis tout à l'heure peut-être pour certains d'entre vous, mais l'API en fait c'est un moyen de communiquer entre deux applications par exemple. Si vous avez besoin que Google parle à, je sais pas, quand vous êtes sur Android et que vous ouvrez une application Play Store, il faut bien que Google dise à Play Store, hey, j'ai un truc pour toi. Et en fait il se communique ces informations par des interfaces qui sont en gros juste des trucs qui sont codifiés. C'est-à-dire qu'au lieu pour faire communiquer des applications qui sont utilisées par deux personnes différentes, c'est un moyen de se mettre d'accord pour dire si vous voulez m'envoyer par exemple une URL et me dire de m'ouvrir parce que je dois ouvrir le Play Store depuis mon Google par exemple, ou l'Apple Store pour ceux qui utilisent Apple, il faut un endroit où communiquer l'URL et dire vas-y démarre avec cette URL. L'API elle sert à ça, l'API c'est juste un moyen de dire si tu veux faire ça, fais-le comme ça parce que comme ça on se met d'accord et comme ça il n'y a plus de problème. Donc ça c'est pour envoyer un FluxDB. Object Loader c'était pour load les objets, notamment la fusée que vous avez vue quand le truc a craché, et la Serial Interface c'est là où en fait on va récupérer les informations série du port série de l'Arduino Uno qui est branché en USB à mon PC. Ça du coup c'est c'est la startup sequence pour démarrer un FluxDB. On a besoin que de ça. Alors on a besoin que de ça. J'ai fait plein de tests de trucs différents. Voilà. Et je vais vous montrer du coup comment ça marche. Quand vous allez sur un FluxDB, hop, donc je vais aller sur un FluxDB. Vous avez, donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous avez réussi à installer un FluxDB et que vous êtes connecté, vous allez dans Source, et dans Source vous allez avoir Python, et quand vous allez aller dans Python, je vais pas régénérer maintenant, mais en fait vous avez juste à cliquer sur Get Token, il va vous donner un nouveau token et vous n'avez plus qu'à le copier-coller. Je vais aller dans les buckets, donc le bucket principal, et là, donc le bucket littéralement c'est un seau en anglais, c'est là où vous avez toutes les données qui sont récoltées. Ces données du coup, moi j'aurais donné des noms, là vous avez par exemple le premier nom que vous avez c'est RSSI value, et moi je veux la dernière minute. Oh, c'est beau. Pardon, j'avais oublié. Et du coup, vous pouvez recharger et tout. Mais en fait, un FluxDB, c'est une base de données. C'est pas un moyen de visualiser en temps réel. Ça, c'est un truc qui est un peu plus spécifique. Mais un FluxDB vous sauvegarde toutes les données que vous avez reçues dans un format. En fait, vous avez juste à faire. Mais il y a un endroit où vous avez juste à cliquer et vous prenez toutes les données et vous sortez un fichier Excel. C'est trop bien, vraiment, ça fonctionne vraiment bien. Donc c'est assez pratique, plutôt que vous créez votre propre logiciel, vous avez juste à faire une interface Python et à transmettre les données, c'est juste un facteur. Et le reste, c'est... Vous pouvez en gros dire je veux prendre toutes les données et exporter un fichier Excel. Je sais plus où, excusez-moi. Vraiment, je fais ça un peu à la va-vite. Par contre, du coup, si vous voulez voir les données, vous tapez par exemple, moi j'ai tag name,
en général, non. Non, c'est là. C'est ici qu'il faut chercher. Tag name, et du coup, j'en ai plein parce que. Bah, parce qu'il fallait. Et à chaque fois, en réalité, j'en ai qu'un. C'est pas très bien organisé, mais c'est un peu parce que je comprends pas trop comment un FluxDB fonctionne. Mais j'ai envie de dire que vous non plus, vous n'avez pas forcément besoin de comprendre comment un FluxDB fonctionne. Tout ce que vous avez besoin, c'est de l'utiliser pour mettre vos données à l'intérieur. Et c'est tout, quoi. On va mettre 5 minutes, 1 minute. Voilà. C'est vachement aléatoire, comme j'aime bien le fait que. La Tinsy, elle est quand même pas mauvaise pour faire n'importe quoi. Ouais, ça va, c'est cool. Et du coup, ce que vous devez faire, c'est relier ensuite un FluxDB à Grafana. Parce que c'est Grafana qui va vous afficher vos choses. Alors, j'ai pas eu le temps de setup une interface Grafana, mais une interface Grafana, ça peut être magnifique. En gros, vous pouvez avoir des jauges partout et tout. Le seul truc que je trouve dommage sur Grafana, c'est qu'on peut pas faire de 3D. Enfin, c'est très difficile de faire de la 3D. Et c'est pour ça que je veux faire mon truc en 3D Python. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par Grafana, je fais un deuxième pipeline juste pour faire une fenêtre en 3D avec la trajectoire et tout ça. Ça va être un peu compliqué. Vous pouvez connecter Grafana à un FluxDB assez facilement en fait. Ça fait longtemps. Ah ouais. En fait, je pense que ce que vous devez faire, c'est générer un token. Et dans Grafana, vous dites je veux. Voilà, data source. Voilà, en fait, c'est Grafana qui vient chercher vos. C'est Grafana qui vient chercher vos données directement. Parce que quand vous allez. Je sais plus comment on fait, mais quand vous allez en gros chercher vos entrées de données dans Grafana, il vous propose un FluxDB, il vous dit vas-y, mets ton token et tout va bien se passer. Et c'est un peu ce qu'il fait là, quoi. C'est vraiment. Et vous avez des. Je sais plus s'il faut avoir une application. Je ne pense pas. Parce que dans Grafana, vous pouvez aussi avoir des applications qui vous permettent de faire des trucs un peu spéciaux. Moi, j'en ai pas, je crois. J'ai juste celle de base. J'ai essayé des trucs comme ça, data source. Mais voilà. Alors, dans Grafana, pour faire des dashboards, je sais plus comment on fait. Mais dans Grafana, vous pouvez faire un max de trucs. La raison pour laquelle j'ai l'air de pas trop comprendre comment fonctionne Grafana et un FluxDB, parce qu'en réalité, la vraie difficulté, c'est de faire un truc Python propre. Hein. C'est pour ça, prenez ce que j'ai fait. Normalement, avec le JSON, avec tout ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et si vous voulez juste... En fait, je devrais sortir deux versions. Je devrais sortir une version où ça fait que de l'envoi de data vers un FluxDB, et une version où vous avez une interface en 3D pour ceux qui veulent. Mais franchement, vous n'en avez pas besoin. Si vous avez juste envie de récolter des données, le projet il marche tel quel. Il faut juste enlever la partie où il y a de la 3D, il n'y a même pas besoin de calculer, ça sert à rien pour vous. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est dans un thread différent, et ça crache dès que ça démarre. Donc, waouh, trop bien. Là d'ailleurs, je pense que rien que le fait de lui demander d'écrire, j'avais vérifié, le fait de lui demander d'écrire me fait perdre des paquets. Parce que là, j'ai optimisé à fond la vitesse. Hein. Donc, arrête. Ne faites pas comme j'ai fait. De toute façon, je n'ai pas déployé cette version-là. C'est juste pour discuter. N'affichez pas les trames. Afficher les trames, c'est plus long que les recevoir. C'est très drôle. Et non, voilà, c'est tout. Hein. Je vous conseille aussi pour avoir tout au même endroit. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, pour mettre mes programmes dans les microcontrôleurs, j'ai Platformio. Et en fait, c'est dans le même dossier que là où j'ai mis que là où j'ai fait Python. Donc, si je veux téléverser l'expérience vol, j'ai juste à aller dans le dossier, à l'ouvrir.